Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Échecs et Pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, bonjour à tous. Pour la tactique du jour, un grand champion, Boris Spassky, champion du monde de 1969 à 1972, qui était russe, puis devenu français, comme vous le savez, et un extrêmement fort joueur de tactique, notamment, enfin extrêmement fort joueur tout court, mais grand spécialiste de la tactique aussi. Donc on vous invite à vous mesurer au champion du monde Boris Spassky, et le moins qu'on puisse dire, c'est que votre tâche est extrêmement grande parce que c'est une tactique difficile. Donc prenez bien votre temps, n'hésitez pas à calculer le plus loin possible, et ensuite on va essayer de décortiquer tout ça tous ensemble. Oui, donc effectivement Laurent, comme tu l'as dit aujourd'hui, nos followers ont du boulot parce qu'il y a pas mal de choses, nous aussi d'ailleurs, on a pas mal de choses à dire dans cette position et à trouver. Donc on voit que cette position certainement tirée d'une défense sicilienne, donc avec des rocs opposés, donc forcément toujours très sauvage. Le roi noir est déjà pris à partie, on voit la présence du pion en F6 déjà qui est prêt à venir ouvrir un peu le roc noir. Le fou en D3 qui est posté de manière assez agressive en visant le pion H7. La dame F2 est également prête à bondir, notamment sur la case H4 pour travailler avec le fou D3 pour taper sur ce pion H7. La tour D1 est postée sur une colonne ouverte avec dans le viseur la tour D8 qui défend la 8e rangée, qui elle-même n'est défendue que par la dame. Et dernier mot que l'on peut dire, c'est le roi blanc. Parce que là, j'ai souligné surtout les atouts d'attaque des blancs, mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas négliger le contre-jeu éventuel des noirs sur le roi blanc, puisque comme les blancs ont le pion en F6, les noirs ont exactement le pendant avec le pion en C3, qui est prêt à capturer le pion B2 et en faisant échec et en ouvrant les parages du roi blanc. Le cavalier en B4 est bien posté pour attaquer, et la dame en C7 est sur la même colonne que le roi blanc, et donc peut viser notamment par exemple le pion C2 par rayon X. Donc une situation extrêmement tendue, où le sens de l'initiative est vraiment primordial, et Dieu sait que Spassky possédait ce sens de l'initiative, et sans surprise, il a joué le bon coup dans cette position qui est fou prend H7. Donc, comme je viens de le dire, le sens de l'initiative passe forcément par la recherche des coups qui luttent donc, pour cette initiative, à savoir les coups qui font échec en premier, les prises et les menaces. Donc, c'est pas vraiment une surprise de voir que le premier coup est un échec. Donc après, fou prend H7. Laurent, quelles sont les possibilités? Donc dans la partie qu'Appelant a accepté le fou, on a envie de dire que de toute façon, il n'y avait pas vraiment le choix quand vous allez constater que les alternatives sont rapidement réfutées, on va dire. Si roi F8, vous avez un joli thème tactique, on va dire, la déviation, avec le coup dame C5 échec, qui non seulement fait échec, mais aussi attaque la dame en C7. Donc si les noirs ne veulent pas perdre la dame, ils doivent accepter notre cadeau, mais malheureusement pour eux, on a tour prend D8 et on remercie le pion F6 de sa présence pour empêcher le roi noir de s'enfuir. L'autre alternative, c'est de refuser par roi H8, mais là maintenant c'est thématique. On peut jouer dame H4 tout de suite, on peut échanger les tours avant si ça vous fait plaisir. Avec dame H4, ensuite on va menacer tout un tas de choses, peut-être la prise en G7 pour gagner la dame en D8, des découvertes avec le fou, et les noirs n'ont pas spécialement d'attaque. On voit par exemple que pion prend B2 échec, on doit pouvoir prendre en B2, on doit pouvoir aller sur B1. En tout cas, les noirs n'ont pas tellement de contre-jeu, et les blancs, l'attaque blanche, on va plutôt jouer roi B1, parce que là il y aurait dame prend F6 sur échec, peut-être. Dame prend F6, ouais. Donc désolé, plutôt roi B1. En tout cas, l'attaque des blancs va se dérouler assez facilement parce que celle des noirs s'est arrêtée, en quelque sorte. Donc si on est les seuls à attaquer, ça doit bien se finir pour nous. Donc du coup, Romu, après fou prend H7, Capellan joue roi prend H7, et la suite ici est assez naturelle. Oui, donc l'idée de ce sacrifice en H7
une des idées, disons, c'est d'ouvrir la colonne H. On supprime un défenseur. Donc, souvent, on vous le dit, la valeur des pièces dans ce genre de situation très, très tendue n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est surtout de mettre dans la balance le nombre d'attaquants et le nombre de défenseurs. Et si le nombre d'attaquants est bien supérieur au nombre de défenseurs, en général, l'attaque passe et le roi adverse se fait mater. Donc là, c'est exactement ce qu'a voulu faire Spassky en faisant fou prend H7. Il élimine le défenseur, le pion H7, et il ouvre la colonne H pour faire intervenir un nouvel attaquant, à savoir la dame. Donc après dame H4 échec, roi G8 est forcé, puisque sur roi G6, on aurait un mat très rapide avec dame H5, roi prend F6 et dame G5 mat. Donc roi G8 est le seul coup pour faire durer le plaisir. Et là, on va essayer d'utiliser donc nos attaquants mobilisés, donc à savoir le pion en F6 et la dame, donc en jouant le coup dame G5, qui menace tout bêtement dame prend G7 mat. Ok. Donc là, c'est un moment important quand même, parce que c'est le premier coup où les blancs ne font pas échec. Donc certes, il menace mat, c'est quand même un coup sérieux, mais il y a une petite fenêtre de tir pour les noirs pour essayer de prendre à leur compte le jeu et pour essayer de mener à bien leur propre attaque. Donc c'est ce qu'il fallait avoir vu longtemps à l'avance, hein. C'est du point de vue de Spassky, il fallait calculer jusqu'à dame G5, mais surtout se mettre à la place de l'adversaire et se demander si l'attaque noire ne va pas être décisive. Alors, ici, on peut voir les choses sous deux aspects. Dans la partie, il y a eu tour prend D1 échec. Si les noirs avaient joué G6, en se disant j'attends que la dame arrive sur H6, évidemment, c'était l'idée. Et maintenant, je passe à ma propre attaque. Donc, on va voir ce qui se passe. C prend B2, roi prend B2, sur échec, bien sûr. Dame prend C2 échec, roi A3. Alors, on a un petit peu peur, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Évidemment, on ne peut pas aller sur A1, puisque dame prend A2 serait dramatique. Donc tant pis, il faut partir en promenade. Roi A3. Les noirs sont de toute façon obligés de continuer en faisant échec, puisque s'ils ne font pas échec, le prochain coup blanc, c'est dame G7, échec et mat. Donc dame prend A2 est le seul coup pour faire échec de façon raisonnable. Roi prend B4, A5 échec. Et maintenant, la petite astuce, le coup roi C3. On a déjà vu, notamment quand on avait étudié... allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, mais on vous a fait une vidéo ou plusieurs vidéos sur le tandem dame-cavalier face au tandem dame et fou, et on avait vu que l'une des techniques pour les blancs, c'était d'exploiter un cavalier proche de son roi ou collé à son roi pour éviter les échecs adverses. Souvent, c'est une bonne méthode de défense, et là, ça s'applique à merveille. Les noirs n'ont plus d'échecs, et donc le prochain coup, c'est dame G7 mat. Donc dans la partie Romus, c'est un petit peu ce qui s'est passé, sauf que les noirs n'ont pas joué G6, ils ont échangé les tours, puis joué pion prend B2 échec. Voilà, exactement, mais c'est un peu effectivement le même principe. Donc après pion prend B2, il faut prendre le pion, dame prend C2, roi A3, et là donc il y a deux coups qui viennent à l'esprit. Soit les noirs continuent leur attaque avec dame prend A2, soit ils essaient de défendre le mat, on va le voir après, par un coup de retrait de la dame. Ouais. Donc sur dame prend A2, vite, ouais. Désolé. Pas de souci. Dame prend A2, roi prend B4, et donc après A5, roi C3, c'est exactement le même principe que tu viens de décrire, et les noirs manquent d'échecs. Donc sur roi A3, l'attaque noire n'étant pas suffisante, il faut quand même s'occuper de parer le mat en G7, et le seul coup qui évite cela, c'est dame G6. Bon, toujours pareil, peut-être il faut quand même le dire, sur G6, il y aurait toujours dame H6 qui... Ouais, là on pourrait même faire mat avec tour D8. Ouais, tour D8 qui est plus rapide encore. Dame H6 sur échec. Dame H6, ouais, c'est fini. En tout cas, là, les noirs, puisqu'ils ne peuvent pas contre-attaquer par dame prend A2, sont obligés de trouver une défense, et effectivement, le seul coup qui évite le mat, alors vous pourrez vérifier par vous-même les autres coups, le seul coup qui évite le mat, c'est dame G6. Alors comment est-ce qu'on va mettre de l'huile sur le feu, Romu ? Alors, on fait intervenir une nouvelle pièce à l'attaque, donc la tour D8. Donc, tour D8 échec, roi H7, dame H4 échec. Toujours, il est important de garder l'initiative et donc de faire des échecs, ou des menaces, ou des prises. Et donc là, on a l'impression que l'attaque s'essouffle un peu, parce que la dame en H6 défend bien les menaces sur la colonne H,
Et le roi a l'air bien entouré. Mais en fait, il ne faut pas laisser de répit au noir et continuer à faire des menaces. Et le coup qui fait une menace, c'est pion prend G7, qui menace tout simplement de faire G8 dame. Ouais. Par exemple, si dame prend H4, on va avoir un mat très rapide avec l'apparition de cette nouvelle dame. Dame H8 échec, roi G6 et tour G8 échec et mat. Vraiment, on a l'impression que les noirs n'ont jamais eu le temps de respirer, finalement. Donc, ouais, c'est ça, il faut vraiment, c'est vraiment l'initiative à tout prix et ne pas laisser l'adversaire s'organiser. Et donc après pion prend G7, les noirs ont pris en G7 avec le roi, donc c'est l'autre coup. Et donc là, on voit que la dame H6 se retrouve fragilisée par la disparition du pion G7, elle n'est défendue que par le roi, donc comme c'est souvent le cas, ça c'est un thème assez classique qu'on a déjà vu pas mal de fois dans les tactiques quotidiennes. L'idée est de dévier le roi de la défense de cette dame en jouant le coup tour G8. Et donc après tour G8, si la tour est capturée, évidemment dame prend dame, c'est la partie d'ailleurs, et les noirs se retrouvent complètement perdants. Et sur roi H7 qui essaie de rester au contact de la dame, on poursuit par tour H8. Et là, c'est la même en couleur, on est obligé de prendre la tour et ensuite on prend la dame avec les blancs. Bon, on peut regarder les derniers coups par respect pour ce grand champion. Dame prend H6, le cavalier se sauve. Bon, on a même du mal à comprendre pourquoi les noirs ont continué la partie ici, mais bon, on va regarder. Donc, il ne peut même pas sortir les pièces. Oui, voilà. Il ne peut pas sortir les pièces. On a un réseau de maths avec le tandem dame-cavalier. Donc, alors, est-ce qu'il y avait une histoire de Zeinot qui est entrée en ligne de compte? Je ne sais pas. Toujours est-il que si vous jouez contre un champion du monde, arrêtez-vous à temps, on va dire. Et même pas contre un champion du monde, mais il y a des parties qui ne nécessitent pas d'être continuées, on va dire. Donc malgré tout, on va regarder la technique de Spassky. Après cavalier E4, on menace mat sur F6. Cavalier D5 est le seul coup pour parer ce mat. Et petit coup G5 pour terminer. L'échange des cavaliers est inéluctable. On reprendra avec le pion. Et on terminera gentiment le travail par dame G7. Donc Romu, tactique quand même assez impressionnante. La solution fait 14 coups si on arrive jusqu'à ce G5, mais si on s'arrête par exemple à tour G8, dont on sait que c'est le moment où la partie est gagnée, on va gagner la dame, il y a quand même 10 coups à l'avance. Est-ce que tu penses que Spassky avait vu tout ça avant de jouer fou prend H7 ? Je pense. Sincèrement, je pense. Après, c'est quelqu'un qui avait, comme je l'ai dit, un sens de l'initiative extrêmement développé, donc son instinct déjà lui dit que il y a forcément une attaque dévastatrice en face de lui. Donc déjà quand on sait qu'on l'on gagne, c'est toujours plus facile de trouver la solution. Après, bien sûr, les échecs restent un jeu concret. Et il faut calculer précisément les variantes, notamment celles où notre roi est quand même pris à partie, parce qu'il faut évaluer les conséquences des coups comme pion prend B2, dame prend C2 et la balade du roi blanc. Donc il fallait évaluer ça, mais je pense que pour un champion du monde de la trempe de Spassky, je pense que c'était dans le domaine du réalisable. Oui, sans aucun doute. Ouais. D'autant qu'en 1974, il était en pleine possession de ses moyens. Alors il avait perdu le titre de champion du monde contre Fischer 2 ans avant, mais malgré tout, Spassky, c'est vraiment un joueur extrêmement talentueux et il ne fait pas de doute qu'il avait vu tout ça à l'avance. Alors, évidemment, il y a toujours 2 solutions quand on voit ce genre de partie. On peut être désespéré, se dire je n'arriverai jamais à faire ça et ranger l'échiquier finalement. Mais c'est vraiment pas ce qu'on vous conseille. Il faut vraiment être conscient que parfois le jeu d'échecs c'est quelque chose de très artistique et si on est face à une œuvre d'art, il faut savoir l'apprécier. Voilà. Vous n'êtes pas forcément capable de peindre comme Picasso, vous n'êtes pas forcément capable d'écrire comme Victor Hugo, mais malgré tout, vous êtes capable d'apprécier une œuvre d'art à sa juste valeur. Et donc, certes, trouver 10 coups à l'avance, c'est compliqué, mais on espère que vous trouvez ça magnifique et qu'en plus, dans vos propres parties, ça pourra, vous calculerez peut-être pas 10 coups à l'avance, mais vous pourrez peut-être vous inspirer de ce type d'attaque, notamment retenir le fait que lorsqu'on joue pour l'initiative, il ne faut reculer devant aucun sacrifice et calculer le plus loin possible. Merci Romu, merci Boris Spassky. Merci Boris. Et merci à tous nos followers. N'hésitez pas à commenter, dites-nous si vous avez apprécié cette belle fin de partie du champion.
du champion Spassky. Likez nos vidéos s'il vous plaît, c'est notre seul moyen de savoir si vous appréciez notre travail ou pas. Partagez ces vidéos sur les réseaux, enfin sur vos réseaux, par mail, par Facebook ou je ne sais quoi. On n'est pas spécialiste de ce genre de choses, mais on vous fait confiance, vous saurez comment partager. Si vous avez envie de pouvoir discuter avec certains de vos camarades joueurs d'échecs de certaines des positions que l'on vous propose. À demain pour la prochaine tactique. À demain, au revoir.